Mathéo Radio présente À haute voix la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, le disciple de Paul Bourget. Il continua revenant comme à son habitude sur lui-même. Oui, c'est une très bonne nouvelle, car voyez-vous, je n'ai plus beaucoup à vivre. Je suis frappé, très frappé. Il pouvait me détailler ses mots imaginaires, m'analyser tant qu'il voulait, son estomac, sa goutte, son intestin, ses reins, sa tête. Je ne l'écoutais pas plus qu'un condamné à qui l'on vient d'annoncer la sentence n'écoute les propos de son geôlier. Je ne voyais que le fait, pour moi si douloureux à cette seconde. Vous qui avez écrit des pages admirables sur la jalousie, mon cher maître, et sur les ravages que produit dans l'imagination d'un amant la seule pensée des caresses d'un rival, vous devinez quel cuisant poison cette nouvelle versa sur ma blessure. Mai, juin, juillet, août, septembre, il y avait presque 5 mois que Charlotte était partie, et cette blessure, au lieu de se cicatriser, était allée s'élargissant, s'envenimant jusqu'à cette dernière atteinte qui m'achevait. Cette fois, je n'avais plus même la cruelle consolation de me dire que du moins ma souffrance était partagée. Ce mariage ne me démontrait-il pas qu'elle était guérie de son sentiment pour moi, tandis que j'agonisais de mon sentiment pour elle ? Ma fureur s'exaspérait encore à me dire que cet amour, né de la veille, m'avait été arraché juste au moment où j'allais pouvoir le développer dans sa plénitude, à l'heure précise de l'action décisive. Il doit y avoir de cette rage-là chez les joueurs qui, forcés de quitter la table, apprend la sortie du numéro sur lequel il voulait ponter et qui lui aurait ramené 36 fois sa mise. J'en venais à me reprocher de n'avoir pas tout quitté sitôt Charlotte partit, de ne pas l'avoir suivie avec les quelques 100 francs que je possédais déjà de par moi. C'était trop tard. Je la voyais à Paris où je la savais que M. de Plane passait un congé, recevant son fiancé dans le demi-tête-à-tête d'une familiarité permise, sous les yeux indulgents de la marquise. Ils étaient pour cet homme maintenant, ses sourires fiers et intimidés, ses regards tendres et troublés, ses passages de pâleur et de rougeur pudique sur ce délicat visage, ses gestes d'une grâce toujours un peu farouche. Enfin, elle l'aimait, puisqu'elle l'épousait, et il m'apparaissait semblable à ce comte André dont je retrouvais là encore la détestable influence, et que je me reprenais à haïr dans le fiancé de sa sœur, confondant ces deux gentilshommes, ces deux oisifs, ces deux officiers, dans la même dans la même antipathie forcenée, vaines et puériles colères que je promenais dans les bois déjà revêtus de ces vagues teintes blondes qui font se changer en teintes rousses. Les hirondelles se rassemblaient pour le départ. Comme la chasse avait commencé sans cesse, des coups de fusil partaient auprès d'elle, et alors elle s'épouvantait, elle s'enlevait serrée et frémissante d'un vol plus rapide, un vol pareil à celui dont s'était échappé le sauvage oiseau que j'avais cru abattre un jour. Du côté de Saint-Saturnin, les coteaux plantés de vignes étalaient par grappes encore rouges les raisins bientôt mûrs pour la vendange. Je regardais les ceps veufs de fruits, ceux que les grêles du printemps avaient hachés dans leurs fleurs. Ainsi était morte sur place avant d'être mûre ma vendange à moi, vendange d'émotions enivrantes, de félicités douces, de brûlantes extases. J'éprouvais un morne et indéfinissable plaisir à chercher partout dans le paysage des symboles de mon sentiment. L'alchimie de la douleur m'avait, pour une courte période, purifié de tout calcul. Si je fus jamais un véritable amant et livré sans réflexion au cruel va-et-vient des regrets, des souvenirs et des désespoirs, c'est alors durant ces journées qui devaient être les dernières de mon préceptorat
Le marquis, en effet, annonçait l'intention de rapprocher son départ. Il a fait abdiquer son hypocondrie et allègre, ses yeux gris tout clairs dans son teint moins rouge, il me disait « Je l'adore, moi, mon futur gendre. Je voudrais que vous le connussiez. C'est loyal, c'est brave, c'est bon, c'est fier. Du vrai sang de gentilhomme dans les veines. Enfin, comprenez-vous les femmes. En voilà une qui n'est pas plus folle qu'une autre. Au contraire, n'est-ce pas? Il y a 2 ans, on le lui offre. Elle dit non. Voilà mon garçon qui perd la tête et qui va là-bas pour en revenir à moitié mort, et puis c'est oui. Vous savez, j'ai toujours pensé qu'il y avait de cette amourette-là dans sa maladie nerveuse. Oh, je m'y connais. Je me disais, elle aime quelqu'un. C'était lui. Et s'il n'avait pas voulu d'elle tout de même. Je vous cite ce discours entre 20 autres. Il vous expliquera comment je trouvais à chaque minute une occasion de m'ensanglanter le cœur. Non, ce n'était pas M. Deplane que Charlotte avait aimé cet hiver, mais elle avait aimé, voilà qui était certain. Nos existences s'étaient croisées en un point, comme les 2 routes que je voyais de ma fenêtre se coupaient toutes 2, l'une qui descend des montagnes et va vers le bois fatal de l'autre qui remonte vers le puits de la Rhôde. Il m'arrivait tout seul à la tombée du jour de regarder les voitures suivre l'une et l'autre de ces 2 routes. Après s'être presque effleurées, elles se perdaient vers des directions contraires. Ainsi s'étant séparées, nos destinées et pour toujours. La baronne de Plane vivrait dans le monde à Paris, et cela me représentait un tourbillonnement de sensations inconnues et fascinantes dans les décors d'une fête ininterrompue. Moi, je la connaissais trop bien, ma vie prochaine. En pensée, je me réveillais dans la petite chambre de la rue du Billard. En pensée, je suivais les 3 rues qu'il me faut prendre pour aller de là jusqu'à la faculté. J'entrais dans le palais de l'Académie, bâti en briques rouges, et je gagnais la salle de conférence avec ses murs nus garnis de tableaux noirs. J'écoutais le professeur analyser quelques auteurs de licence ou d'agrégation. Cela durait 1h30, puis je revenais, ma serviette sous mon bras, par les froides ruelles de la vieille ville, car il me faudrait séjourner cette année encore, n'ayant pas travaillé de manière à subir mon examen avec succès. Je continuerai d'aller et de venir dans ce décor de maisons noires, avec cet horizon de montagnes neigeuses, de voir le père et la mère du petit Émile assis à leur fenêtre et jouant au mariage, le vieux Limassay lisant son journal dans l'angle du café de Paris, les omnibus de Royat au coin de Jaude. Oui, j'en étais descendu là, mon cher maître, à cette misère des esprits sans psychologie et qui, s'attachant à la forme extérieure de la vie, n'en pénètrent pas l'essence. Je méconnaissais ma foi ancienne dans la supériorité de la science, à qui 3 mètres carrés d'une chambrette suffisent, pour qu'un Spinoza ou un Adrien Sixte y possède l'immense univers en le comprenant. Ah, j'étais bien médiocre dans cette période d'impuissante convoitise et d'amour vaincu. J'ai bien maudit, et avec quelle injustice, cette existence d'études abstraites que j'allais reprendre. Et comme je voudrais aujourd'hui que c'eût été là en effet mon sort, et me réveiller pauvre étudiant près de la faculté des lettres de Clermont, locataire du père d'Émile, élève du vieux Limassay, le passant morose de ces ruelles noires, mais un innocent, et non pas celui qui a traversé ce que j'ai traversé et qu'il faut dire. Paragraphe 6. 3e crise. Vers la fin de ce dur mois de septembre, Lucien se plaignit d'un malaise que le docteur attribua d'abord à un simple refroidissement. 2 jours après, les symptômes s'aggravaient. 2 médecins de Clermont, appelés en hâte, diagnostiquaient une fièvre scarlatine, mais d'un caractère bénin. Si ma pensée n'avait pas été tout entière absorbée par l'idée fixe qui faisait de moi à cette époque un véritable maniaque,
j'aurais trouvé de quoi remplir de notes tout mon livre à serrure. Je n'avais qu'à suivre les évolutions de l'esprit du marquis et la lutte engagée dans son cœur entre l'hypocondrie et l'amour paternel. Tantôt, et malgré les propos rassurants des docteurs, il était inquiet de son fils jusqu'à l'angoisse, et il passait la nuit à le veiller. Tantôt, l'épouvante de la contagion le saisissait, il se mettait lui-même au lit, se plaignant de douleurs imaginaires et comptant les heures jusqu'à la visite du médecin. Il en arrivait, tant les symptômes lui semblaient graves, à demander que cette visite commençât par lui. Puis il avait honte de sa panique, le fond de bonne race qui était dans son sang reparaissait, il se levait, il se châtiait de ses terreurs par des phrases amères sur la faiblesse qu'amène l'âge, et il retournait au chevet de son fils. Sa première idée fut de cacher à la marquise, aussi bien qu'à Charlotte et au comte André, la maladie de l'enfant. Mais après 2 semaines, ces alternatives de zèle et de terreur ayant épuisé son énergie, il éprouva le besoin d'avoir sa femme auprès de lui pour le soutenir, et son incohérence d'idées était si grande qu'il me consulta. « Ne croyez-vous pas que c'est mon devoir ?» conclut-il. « Il y a des âmes de mensonge, mon cher maître. Si j'étais de ce nombre, je pourrais me faire un mérite d'avoir insisté pour que le marquis ne rappelât point sa femme. Certes, je savais toute la portée de ma réponse et de la résolution qu'allait prendre monsieur de Jussat. Je savais que s'il prévenait la marquise, elle arriverait par le premier train, et je connaissais assez Charlotte pour être assuré que la fille viendrait avec la mère. Je la reverrais. Je tiendrais une suprême occasion de réveiller en elle l'amour naissant dont j'avais surpris la preuve. Je pourrais dire que ce fut une loyauté de ma part, ce conseil donné au marquis de laisser madame de Jussat heureuse à Paris. Oui, j'eus cette apparence de loyauté. Pourquoi ? Si je n'étais pas convaincu qu'il n'y a pas d'effet sans cause, et pas de ces loyautés-là sans un secret égoïsme, j'y reconnaîtrais une erreur d'exploiter au profit d'une passion coupable le plus noble des sentiments, celui d'une sœur pour son frère. Voilà la nue vérité. En essayant de dissuader monsieur de Jussat, j'étais convaincu que tout effort pour reprendre le cœur de Charlotte serait inutile. Je prévoyais dans ce retour une humiliation certaine. Usé par ces longs mois de lutte intérieure, je ne me sentais plus la force de manœuvrer. Je n'eus donc aucune vertu à représenter au marquis les inconvénients, les dangers même du séjour de ces 2 femmes au château, près d'un malade qui pouvait leur communiquer sa maladie. « Et pourquoi ?» répond-il ingénument. « Est-ce que je ne m'expose pas tous les jours ? Mais vous avez raison pour Charlotte, j'écrirai que je ne la veux pas. »« Ah, Gresloup !» me disait-il 2 jours après au reçu d'un télégramme. « Voilà ce qu'elles me font, lisez. » Il me tendit la dépêche qui annonçait l'arrivée de mademoiselle de Jussat avec sa mère. « Naturellement, » gémissait l'hypocondriaque, « elle a voulu venir sans penser que je n'ai pas besoin de ces émotions-là. » Le marquis me parlait de la sorte à 2 heures de l'après-midi. Je savais, pour l'avoir pris à mon retour du voyage, où je vous ai connu, que le train de Paris part à 9 heures du soir et arrive à Clermont vers 5 heures du matin. Le temps de monter en voiture, madame de Jussat et Charlotte seraient au château avant 10 heures. Je passais une soirée et une nuit affreuses, dépourvu maintenant de cette tension philosophique hors de laquelle je flotte, créature sans énergie, au gré d'impressions nerveuses. Le bon sens m'indiquait pourtant une solution bien simple. Mon engagement finissait, comme je vous l'ai dit, le 15 octobre. Nous étions au 5 de ce mois. L'enfant entrait en pleine convalescence. Il avait auprès de lui sa mère et sa sœur. Je pouvais retourner chez moi sans scrupule et sous le premier prétexte venu. Je le pouvais et je le devais, pour ma dignité autant que pour mon repos. Au matin de cette nuit d'insomnie, j'avais pris cette résolution. J'allais jusqu'à en toucher un mot au marquis tout de suite. Il ne me laissa pas lui parler tant il était agité par l'arrivée de sa fille. « C'est bon,
me dit-il. Plus tard. En ce moment, je n'ai la tête à rien. Cette contrariété. Voilà comment j'ai vieilli si vite. Toujours des coups nouveaux, toujours. Qui sait ? Ma destinée aura peut-être dépendu tout entière du mouvement d'humeur par lequel ce vieux fou refusait de m'entendre. Si je lui eusse parlé à cette minute, et si nous eussions fixé mon départ, je me serais vu obligé de partir en effet, au lieu que la seule présence de Charlotte changeât ce projet de partir en un projet de rester, comme une lampe apportée dans une chambre change les ténèbres en lumière immédiatement. Je vous le répète, j'étais convaincu qu'elle avait cessé de s'intéresser à moi d'une part, et de l'autre que moi-même, je traversais par rapport à elle une crise non pas de véritable amour, mais de vanité blessée et de sexualité morbide. Eh bien, à la voir descendre de voiture devant le perron, à constater combien ma présence la bouleversait, combien la sienne m'affolait, je compris avec une égale évidence deux choses. D'abord, qu'il me serait physiquement impossible de quitter le château tant qu'elle y serait. Ensuite, qu'elle avait traversé depuis le mois de mai des troubles pareils aux miens, sinon pires. Ma divination devant l'enveloppe qui contenait les brins de muguet ne m'avait pas trompé. Elle pouvait avoir fui avec le plus sincère courage, n'avoir pas répondu à mes lettres, ne pas les avoir lues, s'être fiancée pour mettre entre nous l'irréparable, avoir cru même qu'elle ne m'aimait plus, être revenue au château sur cette persuasion. Elle m'aimait. Pour reconnaître cet amour, je n'eus pas besoin d'une analyse détaillée comme celle où je m'étais trop complu et qui m'avait tant trompé. Ce fut une intuition soudaine, irraisonnée, invincible, à me faire croire que les théories sur ma double vue, si discutées par la science, sont absolument vraies. Je le lus, cet amour inespéré, à travers les yeux émus de cet enfant, comme vous lisez les mots par lesquels j'essaie de vous reproduire ici l'éclair et le foudroiement de cette évidence. Elle était là, devant moi, dans son costume de voyage, et blanche, blanche comme cette feuille de papier. J'aurais dû expliquer cette pâleur par les lassitudes de la nuit passée en wagon, n'est-ce pas, et par l'inquiétude sur son frère malade. Ses yeux, en rencontrant mes yeux, tremblèrent d'émotion. Cela pouvait être la pudeur offensée. Elle était maigrie, comme fondue, et quand arrivée dans le vestibule, elle ôta son manteau, je vis que sa robe, une robe de l'année dernière que je reconnus, faisait comme des plis autour de ses épaules. Mais n'avait-elle pas été malade ? Ah, moi qui avais tant cru à la méthode, aux inductions, aux complications du raisonnement, que j'ai senti là cette toute-puissance de l'instinct contre quoi rien ne prévaut. Elle m'aimait toujours, elle m'aimait davantage encore. Que m'importait qu'elle ne m'eût pas donné la main à notre première rencontre, qu'elle m'eût à peine parlé dans le vestibule, qu'elle montât les marches du grand escalier avec sa mère sans détourner la tête. Elle m'aimait. Cette certitude, après un si long dessèchement d'anxiété, m'inondait le cœur d'un flot de joie à me trouver mal, là, sur le tapis de cet escalier que je dus gravir à mon tour pour remonter dans ma chambre. Qu'allais-je faire, cependant ? Accoudé sur ma table, et contenant mon front avec mes mains pour réprimer les battements de mes tempes, je me posais cette question sans rien y répondre, sinon que je ne pouvais plus m'en aller, que cela ne pouvait pas finir entre Charlotte et moi sur une absence et sur un silence. Enfin, que nous approchions d'une heure où tant d'efforts réciproques, de luttes cachées, de désirs combattus de part et d'autre, nous précipitaient vers une scène suprême. Cette scène, je la sentais toute proche, tragique, décisive, inévitable. D'abord, Charlotte était contrainte de subir ma présence. Quoi qu'elle en eût, nous devions nous rencontrer au chevet de son frère. Et ce matin même de son arrivée, quand ce fut mon tour d'aller tenir compagnie au petit malade vers 11h, je la trouvai là, qui causait avec lui, tandis que la marquise interrogeait la sœur Anaclet,
toutes deux se parlant à mi-voix et debout près de la fenêtre. Lucien, à qui l'on avait caché la venue des deux femmes, montrait sur son visage amaigri et dans ses gestes énervés cette joie un peu excitée, presque fiévreuse, qui se remarque chez les convalescents. Il me salua de son plus gai sourire, et me reprenant la main, il dit à sa sœur : « Si tu savais comme Monsieur Gresloup a été bon pour moi tous ces jours-ci. » Elle ne répondit rien, mais je vis que sa main à elle, posée près de la joue de son frère sur l'oreiller, était comme secouée d'un frisson. Elle fit un effort pour me regarder d'un regard qui ne la trahit point. Sans doute mon visage à moi exprimait une émotion qui la toucha. Elle sentit que de laisser ainsi tomber la phrase innocente du petit garçon me ferait mal. Et avec sa voix des jours passés, avec sa douce et vivante voix où frémissait la palpitation étouffée d'un cœur trop ému, elle dit, sans m'adresser la parole directement : « Oui, je le sais et je l'en remercie. Nous le remercions tous beaucoup. » Elle n'ajouta pas un mot. Je suis sûr que si je lui avais de nouveau pris la main à cette minute, elle se serait évanouie, tant elle était remuée par ce simple entretien. Je balbutiais une réponse vague, un « c'est trop naturel » ou je ne sais quoi de semblable. Je n'avais pas moi-même beaucoup plus de sang-froid. Lucien, cependant, qui n'avait remarqué ni l'accent altéré de sa sœur, ni ma gêne, continuait. « Et André ne viendra-t-il pas me voir ? » « Tu sais bien qu'il est retenu au régiment, » répondit-elle. « Et Maxime ?» insista l'enfant. Je n'ignorais pas que c'était le petit nom du fiancé de mademoiselle de Jussat. Ces deux syllabes ne furent pas plus tôt sorties des lèvres du malade que je vis à sa pâleur, à elle, s'empourprer soudain d'un flot de sang. Il y eut un passage de silence durant lequel j'entendus le susurrement de la sœur Anaclet, le crépitement du feu dans la cheminée, le balancier de la pendule allant et venant, et l'enfant reprit étonné lui-même de ce mutisme. « Oui, Maxime, il ne viendra pas non plus ?» « Monsieur de Plane a rejoint le régiment lui aussi, » fit Charlotte. « Vous montez déjà, monsieur Gresloup ?» me demanda Lucien comme je me levai brusquement. « Je reviens, » répliquai-je. « J'ai oublié une lettre sur ma table. » Et je sortis, laissant Charlotte au chevet du lit, toute pâle de nouveau et les yeux baissés. « Ah, mon cher maître, j'ai besoin que vous me croyiez dans ce que je vais vous dire. Besoin qu'en dépit des incohérences d'un cœur presque inintelligible à lui-même, vous ne doutiez pas de ma sincérité en ce moment-là. J'ai tant besoin de ne pas en douter, moi non plus, besoin de me répéter que je n'ai pas menti alors. Croyez-moi, il n'y avait plus un atome de comédie volontaire dans le mouvement subi par lequel je me levais au seul rappel du nom de l'homme à qui Charlotte devait appartenir, à qui elle appartenait. Il n'y avait pas de comédie dans les larmes qui me jaillirent des yeux, sitôt passé le seuil de la porte, ni dans celles que je versai encore la nuit qui suivit, désespéré par cette double et affreuse certitude que nous nous aimions, elle et moi, et que jamais, jamais nous ne serions l'un à l'autre. Pas de comédie dans les sursauts de douleur que sa présence m'infligea durant les jours d'après. Son visage creusé, sa silhouette émaciée, ses prunelles souffrantes étaient là, qui me bouleversaient. Et cette pâleur me navrait l'âme, et cette ligne mince de son corps affolait mon désir, et ses prunelles me suppliaient « Ne parlez pas, je sais que vous êtes misérable aussi. Vous seriez trop cruel de reprocher et de vous plaindre, de montrer votre plaie. » Dites si je n'avais pas été de bonne foi dans ces journées. Est-ce que je les aurais laissées passer sans agir, lorsque les heures m'étaient comptées ? Mais je ne me rappelle pas une réflexion, pas une combinaison.
Je me rappelle des sensations tourbillonnantes, quelque chose de brûlant, de frénétique, d'intolérable, une terrassante névralgie de tout mon être, une lancination continue et grandissant toujours, le rêve d'en finir, un projet de suicide. Commencer où, quand, à propos de quelle souffrance particulière, je ne peux pas le dire. Vous le voyez bien que j'ai aimé vraiment dans ces instants-là, puisque toutes mes subtilités s'étaient fondues à la flamme de cette passion comme du plomb dans un brasier, puisque je ne trouve pas matière à une analyse dans ce qui fut une réelle aliénation, une abdication de tout mon moi ancien dans le martyre. Cette idée de la mort, sortie des profondeurs intimes de ma personne, cet obscur appétit du tombeau dont je me sentis possédé comme d'une soif et d'une faim physique, vous y reconnaîtrez, mon cher maître, une conséquence nécessaire de cette maladie de l'amour si admirablement étudiée par vous. Ce fut retourné contre moi-même cet instinct de destruction dont vous signalez le mystérieux éveil dans l'homme en même temps que l'instinct du sexe. Cela s'annonça d'abord par une lassitude infinie, lassitude de tant sentir sans rien exprimer jamais, car je vous le répète, l'angoisse des yeux de Charlotte, quand ses yeux rencontraient les miens, la défendait plus que n'auraient fait toutes les paroles. D'ailleurs, nous n'étions jamais seuls, sinon parfois quelques minutes au salon par hasard, et ces quelques minutes se passaient dans un de ces silences imbrisables qui vous prennent à la gorge comme avec une main. Parler alors est aussi impossible que pour un paralytique de remuer ses pieds. Un effort surhumain n'y suffirait pas. On éprouve combien l'émotion, à un certain degré d'intensité, devient incommunicable. On se sent emprisonné, emmuré dans son moi, et l'on voudrait s'en aller de ce moi malheureux, se plonger, se rouler, s'abîmer dans la fraîcheur de la mort où tout s'abolit. Cela continua par une délirante envie de marquer sur le cœur de Charlotte une empreinte qui ne put s'effacer, par un désir insensé de lui donner une preuve d'amour contre laquelle ne puisse jamais prévaloir ni la tendresse de son futur mari, ni l'opulence du décor social où elle allait vivre. Si je meurs du désespoir d'être séparé d'elle pour toujours, il faudra bien qu'elle se souvienne longtemps, du simple précepteur, du petit provincial capable de cette énergie dans ses sentiments. Il me semble que je me suis formulé ces réflexions-là. Vous voyez, je dis « il me semble », car en vérité je ne me suis pas compris durant toute cette période. Je ne me suis pas reconnu dans cette fièvre de violence et de tragédie dont je fus consumé. À peine si je démêle sous ce va-et-vient effréné de mes pensées une autosuggestion, comme vous dites. Je me suis hypnotisé moi-même, et c'est comme un somnambule que j'ai arrêté de me tuer à tel jour, à telle heure, que je suis allé chez le pharmacien me procurer la fatale bouteille de noix vomiques. Au cours de ces préparatifs, et sous l'influence de cette résolution, je n'espérais rien, je ne calculais rien. Une force vraiment étrangère à ma propre conscience agissait en moi. Non, à aucun moment je n'ai été, comme à celui-là, le spectateur, j'allais dire désintéressé de mes gestes, de mes pensées et de mes actions, avec une extériorité presque absolue de la personne agissante par rapport à la personne pensante. Mais j'ai rédigé une note sur ce point. Vous la trouverez sur la feuille de garde de mon exemplaire du livre de prières de Boismont consacré au suicide. J'éprouvais à ces préparatifs une sensation indéfinissable de rêve éveillé, d'automatisme lucide. J'attribue ces phénomènes étranges à un désordre nerveux voisin de la folie et causé par les ravages de l'idée fixe. Ce fut seulement le matin du jour choisi pour exécuter mon projet que je pensais à une dernière tentative auprès de Charlotte. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, le disciple de Paul Bourget.
Lecture, Pierre Deveau. Captation et réalisation, Alexis Duménil et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.